Salut les pirates. Alors, aujourd'hui on rentre dans le débat probablement le plus chaud de la communauté One Piece, Mihawk et Shanks. Alors, qui est le plus fort? Avec le chapitre 1058 et tout ce qu'on a appris sur Mihawk, cette question est totalement légitime à se poser. Donc, pour y apporter une réponse, on va devoir parler de plusieurs choses. On doit parler d'épéistes, de haki, de compétences au sabre, et bien sûr on doit venir avec des éléments présentés par Oda lui-même pour rester factuel et objectif dans le débat. Alors, déjà je dois donner ma position. Beaucoup d'entre vous la connaissent et c'est que le plus fort des deux est Mihawk. Pourquoi? Parce que je pense qu'en se basant sur les faits présentés, il est impossible de dissocier Shanks du titre d'épéiste. Que ce soit dans le manga, dans les documents extérieurs ou même selon Oda lui-même. Si Shanks est un épéiste et Mihawk est le plus fort de tous les épéistes, ce qui est un fait déjà établi dans One Piece depuis longtemps, alors il est logique qu'il soit plus fort que lui. Mais beaucoup de contre-arguments sont présentés, notamment celui du haki. Donc on va voir ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, déjà il faut se poser la question, est-ce que Shanks est un épéiste? Eh bien, qu'on se base sur l'œuvre, sur les documents extérieurs ou sur les paroles de l'auteur, la seule réponse possible à donner est oui. Déjà, dans l'œuvre, à chaque fois qu'on voit Shanks clasher avec quelqu'un ou bien se préparer à se battre, c'est avec son sabre systématiquement. Dans sa jeunesse sur le navire de Roger, il combattait à l'épée. Dans son adolescence, pareil. Quand il avait des duels avec Mihawk, pareil. Quand il clash avec Barbe Blanche, pareil. Quand Ace lui rend visite, il prend son sabre. Quand il arrête Akainu, c'est avec son sabre. Et quand il défie tout le monde à Marineford, c'est aussi avec son sabre. Dans le film Red, c'est pareil. On le voit clairement combattre et il utilise uniquement son sabre. Donc selon l'œuvre, c'est clairement un épéiste. Ensuite, dans les documents extérieurs, on a le terme Daikengo, voulant dire grand sabreur, qui est un terme utilisé pour décrire les épéistes. Ce terme est utilisé pour décrire Ryuma, Zoro et Mihawk par l'auteur. Et il est aussi utilisé pour décrire Shanks dans le rapport sur les pirates numéro 7, qui est surnommé justement Shanks. Ensuite, dans le roman de Zoro, l'auteur nous présente à travers une réunion de marine le débat du plus fort sabreur avec en leur sein Shanks et Mihawk. Évidemment, à la sortie du débat, Mihawk est déclaré le plus fort, c'est son titre. Mais les marines précisent que Shanks est un sabreur. Donc, selon les documents extérieurs, Shanks est aussi un épéiste. Enfin, les preuves venant de l'auteur lui-même, dans le SBS 101, Oda inclut Shanks comme épéiste aux côtés de Mihawk, Zoro et beaucoup d'autres, montrant qu'aux yeux de l'auteur, Shanks est bel et bien un sabreur. En plus, dans le magazine 4 milliards sorti à l'occasion du film Red, l'auteur nous répète encore que Shanks combat ses ennemis avec son sabre, renforçant ainsi cet argument. On voit donc que ce soit dans l'œuvre, dans les documents extérieurs ou par les dires de l'auteur lui-même, Shanks est considéré un épéiste. Maintenant, l'argument utilisé pour essayer de séparer Shanks du titre d'épéiste, c'est le haki des rois. Sauf que, le haki des rois ne permet en rien de séparer quelqu'un du statut de sabreur. Et je vais vous expliquer ça simplement, tout en montrant une bonne fois que toutes les formes de haki font partie du registre de compétences des sabreurs. Et pour ça, on va parler des compétences des épéistes en examinant le parcours de Zoro. Alors, être le plus fort épéiste, c'est pas seulement le maniement du sabre, mais c'est aussi la force physique et la maîtrise des différents types de haki. Déjà, concernant la force physique, on voit Zoro, à travers tout son voyage dans le Nouveau Monde, continuellement entraîner son physique et sa force, et ça même depuis qu'il est petit. On se rappelle aussi du dilemme de Kuina, qui selon son père ne pouvait pas devenir la plus forte parce que la force physique est importante pour un sabreur et qu'elle se fera dépasser par ses rivaux hommes comme Zoro. Même si on a la maîtrise du sabre qui est importante aussi et qui a son rôle à jouer. Ensuite, un autre élément important chez les sabreurs, c'est les différents types de haki. Il faut rappeler que l'une des premières choses que Zoro a appris de Mihawk, c'était le haki, notamment le haki de l'armement, que Mihawk a qualifié comme la base pour un épéiste.
On sait aussi, depuis Dressrosa, que Zoro a également appris le haki de l'observation avec Mihawk, étant donné qu'on l'a vu l'utiliser contre Pika, montrant que ce haki est aussi nécessaire pour un sabreur, puisqu'il a appris aux côtés de Mihawk. Et enfin, l'élément au cœur de ce débat, le haki des rois. Cette forme de haki est aussi comptée comme faisant partie de l'arsenal des sabreurs. L'auteur nous le fait clairement comprendre en le donnant à Zoro qu'il a utilisé contre King. Si le haki des rois séparait quelqu'un de ce titre, alors il faudrait considérer que Zoro n'est plus un sabreur, ce qui est évidemment pas le cas. Le haki des rois ne permet donc pas de séparer quelqu'un du titre d'épéiste. Il faut aussi rajouter que comme Zoro a le haki des rois pour ses ambitions de devenir le roi des épéistes, alors Mihawk le possède probablement aussi, ce qui, si ça se confirme, renforcera cet argument encore plus. Ensuite, il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que même chez les sabreurs, chacun a son style de combat propre. Certains vont se reposer sur leur vitesse, d'autres sur leur force physique, d'autres sur leur acquis de l'observation, d'autres sur leur acquis des rois, mais peu importe sur quoi ils ont tendance à se reposer, ils restent des sabreurs. La preuve, on a même des utilisateurs de fruits du démon, comme par exemple Fujitora, qui fait intervenir la gravité, mais qui reste, selon l'auteur lui-même, un épéiste. Mihawk est le plus fort sabreur du monde, voulant dire que n'importe quel sabreur perd face à lui dans un duel. Et bien sûr, ce duel comprend le haki. Depuis son arrivée dans le Nouveau Monde, on voit Zoro progresser en tant que sabreur, et il ne le fait pas en apprenant à mieux manier son sabre, mais en renforçant ses formes de haki. Son haki de l'armement à Alabasta, son Ryo à Wano avec Enma, son haki des rois contre King, et bientôt son haki de l'observation avancée contre Shiryu. Le haki fait indéniablement partie des compétences nécessaires à un sabreur. Il suffit de regarder Zoro pour s'en rendre compte. Donc, le titre de Mihawk, le plus fort sabreur du monde, tient compte de ses compétences au haki dans ses différentes formes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Mihawk dans chacun de ces domaines est plus fort que Shanks? Évidemment que non. Le titre de Mihawk veut dire qu'il le bat, mais il peut évidemment y avoir des domaines dans lesquels Shanks le surpasse. Voilà comment leurs compétences respectives de sabreur se répartissent selon moi. Par exemple, le haki des rois de Shanks est un avantage de son côté. Je pense que Mihawk l'a aussi, mais pour rester factuel, on ne va pas le compter. Mihawk, en tant que plus fort sabreur du monde, est seul détenteur de l'âme noire, qui est aussi d'ailleurs la plus forte lame, et plus fort dans le domaine du haki de l'armement, qui d'ailleurs est la base chez les sabreurs. Son habilité à tout couper qui nous est décrite dans le databook montre sa maîtrise sans faille de ce type de haki. Mihawk a sûrement le plus puissant haki de l'observation avec comme surnom œil de faucon et le clairvoyant. Mais il faut aussi rappeler que Shanks a la capacité d'empêcher ses adversaires de voir le futur, donc on peut estimer qu'au niveau du haki de l'observation, ils sont à égalité. Mais il faut quand même préciser que voir le futur n'est pas la seule utilité du haki de l'observation, et qu'on ne sait pas encore si la capacité de Shanks marche sur tous ses adversaires. Ensuite, on ne connaît pas précisément la force brute de chacun, donc on ne peut pas juger sur ce critère. Mais on sait que dans ce qui concerne la technique au sabre, Mihawk lui est supérieur. Donc voilà selon moi leurs compétences respectives en tant que sabreur. Maintenant, le fait que Mihawk soit le plus fort épéiste veut tout simplement dire que dans un duel entre les deux, Mihawk gagnera. Mais ça n'empêche pas que Shanks soit plus fort dans certains domaines précis, mais le titre de Mihawk veut dire que ses compétences lui permettront de gagner le combat, faisant de lui le plus fort. Il ne faut pas non plus oublier que Shanks a perdu son bras, et pas n'importe lequel, étant donné que l'auteur a révélé qu'il avait perdu son bras fort, donc Shanks a aussi sacrifié une partie de son potentiel de sabreur. Maintenant, est-ce qu'on a des preuves que Mihawk serait plus fort que Shanks qui proviennent de l'auteur? Eh bien, oui. Dans le manga, il suffit de s'appuyer sur la première rencontre de Shanks et Mihawk. Mihawk vient rendre visite à Shanks sur son île aux côtés de son équipage, et quand Shanks le voit, il lui demande s'il est venu pour un combat. Mais Mihawk lui répond qu'il n'a aucune intention de régler son compte à un manchot. On peut clairement voir que Mihawk se considère supérieur à Shanks depuis qu'il a perdu son bras. Maintenant, on a beaucoup d'occasions où on voit des personnages confiants devant leur adversaire sans pour autant être plus forts, mais avec Mihawk c'est différent, puisque l'auteur lui-même, dans sa vivre card, indique que Mihawk est capable de juger la force de son adversaire d'un simple regard. Donc, quand Mihawk fait une estimation de la force de Shanks, il remarque, grâce à sa capacité spéciale, que Shanks est moins fort que lui depuis qu'il a perdu son bras, et ne voit aucun intérêt à battre son rival affaibli, expliquant pourquoi il refuse de le combattre. Ensuite, si on regarde aussi la vivre carte de Mihawk, on voit qu'il est écrit qu'il attend la venue d'un sabreur plus fort que Shanks. Et étant donné qu'on a déjà établi le fait que Shanks est un sabreur, ça veut donc dire que pour affronter Mihawk d'égal à égal, il faut être plus fort que Shanks.
impliquant donc que Mihawk est bien plus fort que ce dernier. On a donc montré que Shanks était un sabreur en s'appuyant sur l'œuvre, l'auteur et les documents extérieurs. On a aussi montré à travers Zoro que le haki était une partie importante des compétences d'un sabreur, montrant qu'il ne peut pas être utilisé pour dissocier Shanks du titre. Shanks étant donc un épéiste et Mihawk étant le plus fort épéiste du monde, il tombe sous son titre et par conséquent, Mihawk est plus fort que lui. Shanks a beau avoir le haki des rois le plus puissant, Kaido nous dit que le haki de manière générale fait le combattant, ce qui inclut donc les 3 types de haki et pas seulement le haki des rois. Ce dernier ne peut donc pas justifier la supériorité de l'un sur l'autre. Sinon, il faudrait automatiquement mettre tous les utilisateurs de haki des rois, comme par exemple Yamato et Zoro, au-dessus de ceux qui ne l'ont pas, ce qui voudrait dire que Yamato et Zoro sont plus forts que d'autres combattants comme Garp, Shiki et tous les autres non-utilisateurs de haki des rois, ce qui ne fait pas de sens. Comme on l'a déjà vu, le titre du plus fort épéiste du monde prend forcément le haki en compte, ainsi que d'autres paramètres comme la force physique et aussi la maîtrise du sabre, montrant que son titre veut dire que les compétences de Mihawk prendraient le dessus sur celles de Shanks, même en prenant en compte la supériorité de ce dernier dans le domaine du haki des rois. Quand Zoro sera le plus fort sabreur et atteindra certainement le niveau d'un empereur, ça ne sera pas seulement à cause de son maniement du sabre, mais aussi et même surtout grâce au haki qu'il aura développé pour mériter ce titre. Un autre exemple à donner, ce serait Oden. C'est l'un des plus forts épéistes de son époque. Clairement, au niveau des empereurs, il a réussi à blesser Kaido et a failli remporter leur combat. Il n'a pas réussi cet exploit grâce à son maniement du sabre, mais bien grâce à son haki et sa force. Donc on voit évidemment que le haki dans toutes ses formes, c'est extrêmement important pour tout sabreur. En conclusion, c'est pour toutes ces raisons que je pense que Mihawk est plus fort que Shanks. Mais je pense que dans tous les cas, ils sont très proches l'un de l'autre. Après tout, ils sont rivaux. Je pense aussi que le fait que Mihawk soit plus fort que Shanks n'enlèverait rien à Shanks. Il reste d'une puissance phénoménale et je pense que ce qui fait le charme de Shanks n'est pas que sa puissance, mais son importance pour l'histoire. C'est le sauveur de Luffy, il a un charisme incroyable et surtout il a un mystère incroyable qui l'entoure lui et ses intentions. Même si selon moi Mihawk est le plus fort individuellement, Shanks garde des qualités autres que sa force qui le sortent clairement du lot. Donc voilà, c'est mon avis. Je suis vraiment pressé du jour où on verra ces deux légendes combattre et j'espère vraiment qu'on aura le droit à un flashback de leur duel de jeunesse. Du coup, donnez-moi le vôtre en commentaire. Qui pour vous est le plus fort de Mihawk et Shanks? Pour quelles raisons? Voilà, donnez vos avis sur la question. Si vous avez d'autres points que vous voulez que j'adresse, mentionnez-les aussi, je pourrai faire une vidéo dessus. Dans la semaine, vous aurez aussi des vidéos sur Zoro et Ben Beckman, alors tenez-vous prêts. Pour ce qui est des contre-arguments sur Mihawk, la plupart ont été dissipés par le chapitre 1058. Voilà, les comparaisons avec Vista, c'est fini. On nous rappelle que c'est le plus fort sabreur du monde et on nous fait aussi comprendre qu'il aurait pu être un empereur s'il l'avait voulu. Le seul argument qui va être utilisé pour le débat Mihawk-Shanks, ça sera le top 5 de Kaido. Et c'est un argument plutôt facile à expliquer. Kaido dit à Luffy qu'il ne connaît pas beaucoup de personnes capables de lui faire face. Et ça montre deux choses. Déjà, Kaido parle uniquement des personnes qu'il connaît. Kaido n'est pas omniscient et il ne peut donc pas connaître la puissance de toutes les personnes dans One Piece. Ensuite, il parle de personnes qui lui ont déjà fait face ou qu'il connaît assez bien pour estimer qu'ils sont capables de le combattre et c'est très facile à prouver. On peut remonter la liste de Kaido et s'apercevoir qu'il a personnellement combattu tous les individus sur cette liste ou alors il a passé assez de temps à leur côté pour connaître exactement leur puissance. Oden, ils se sont affrontés à Wano. Shanks, ils se sont affrontés pendant que la guerre de Marineford avait lieu. Roger, c'était à God Valley. Et pour ce qui est de Rox et Barbe Blanche, il était dans leur équipage pendant approximativement 10 ans. Donc il connaît parfaitement leurs capacités. En plus, Rox autorise le combat entre membres. Donc, connaissant la personnalité de Kaido, il a sûrement dû défier Rox et Barbe Blanche pour mesurer sa force face à eux. Donc, cette liste ne comprend que ceux qu'il a affrontés ou dont il connaît très bien la puissance, expliquant l'absence de personnages comme Dragon et Mihawk qui n'ont aucune raison d'avoir combattu Kaido. Dragon est un révolutionnaire qui combat le gouvernement et Mihawk ne s'intéresse qu'aux sabreurs et vu ce que Zoro et Oden ont fait à Kaido, je pense que s'il avait rencontré Mihawk, le plus fort sabreur du monde, il aurait une cicatrice bien plus importante pour s'en souvenir. Je tiens à rappeler qu'on ne verra la vraie puissance de Mihawk que dans son duel final contre Zoro. Donc, se baser sur ce que Mihawk a montré jusqu'à présent ne représente en rien sa puissance, puisqu'il nous a dit dès sa première apparition
qu'il ne se donne pas à fond même contre des combattants qui ont une réputation établie, justifiant donc sa performance à Marineford où vraiment il était plus un touriste qu'autre chose, ce que le chapitre 1058 nous a encore confirmé. Voilà, c'est tout pour le débat d'aujourd'hui. N'oubliez pas de donner vos avis en commentaire. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.